Alors les amis, voici ce qui se passe quand on se met un doigt dans le... Bon, non, je rigole, c'est pas du tout ce que vous croyez, je me suis juste fait une fracture au poignet, donc c'est pour ça que je porte une attelle. Mais bon, trêve de banalité, les amis, l'heure est grave, nouvelle vidéo thread d'horreur, 3 histoires complètement dingues, et c'est pas pour spoiler, mais la première histoire va mettre en PLS tous les parents qui regardent cette vidéo, et probablement aussi tous les jeunes qui veulent avoir un enfant, je suis sûr que vous allez décaler de 5 ans l'idée d'en avoir un. Et avant de démarrer tout de suite avec la première histoire, petit classique, question simple, réponse simple pour faire plus ample connaissance. Et je vais vous demander, qu'est-ce que vous êtes déjà cassé dans votre vie? Alors moi, pour aller plus vite, vous voyez je suis cassé au poignet, mais je vais vous dire juste où j'ai pas mal, et c'est juste ici, là j'ai jamais eu mal. Le reste, c'est le bordel. Mais bon, pour faire simple, j'ai déjà eu 2 blessures très chiantes, genou, forcément, ligament croisé, tu connais, et le dos, une sorte d'hernie discale. Pour ceux qui l'ont déjà eu, vous comprendrez que c'est un enfer. Bon, hâte de lire si vous aussi, vous êtes tous en papier mâché comme moi. En tout cas, en attendant, on démarre avec la première histoire. Pour cette première histoire, on va parler de Sofia. C'est une jeune fille de 22 ans, originaire de Vigo, une ville en Espagne. Et Sofia, elle est venue en France lorsqu'elle avait 19 ans pour faire de l'Erasmus et a décidé, à 20 ans, de quitter l'Espagne pour poursuivre ses études en France. Elle explique qu'elle vit entre Bayonne et Biarritz, dans les Pays Basques, alors vous me dites si je me trompe, et du coup, ça la rassure car elle n'est pas très loin de l'Espagne. Sofia nous dit que depuis 3 ans maintenant, passée en France, elle commence à bien parler la langue et qu'elle adore être ici. Ah, et je ne l'ai pas précisé, mais Sofia fait des études dans tout ce qui est gestion de patrimoine. Bon, je vous le dis, mais ça n'a aucune importance pour la suite. Bref, Sofia étant étudiante pour le moment, elle fait fréquemment du babysitting pour avoir de l'argent et payer son loyer et ses sorties avec ses amis. Jusque là, rien d'anormal, on est tous un petit peu passés par là à la vingtaine. Sauf qu'un jour, elle va sur internet et tombe sur une annonce pour garder un petit garçon de 4 ans. Alors Sofia explique que sur l'annonce, c'est écrit que la garde va se faire toute la soirée car les parents sont invités à un mariage et que d'ailleurs, ils ont prévu de partir de 18h30 vers 1h du matin avant de revenir. Et Sofia, ça lui convient parfaitement. Donc elle prend son téléphone pour appeler cette famille. Et après quelques échanges téléphoniques avec la famille, Sofia et la famille se mettent d'accord et elle accepte la mission. Du coup, on fait un petit bond dans le temps et on arrive à ce fameux samedi soir où Sofia va garder cet enfant de 4 ans. Sofia se prépare et va en direction du domicile de la famille et elle explique qu'à ce moment-là, qu'elle a toujours le trac avant de rencontrer une nouvelle famille car elle a toujours un peu peur de sur qui elle peut tomber. On sait jamais. Et pareil pour l'enfant ou les enfants à garder car elle espère toujours tomber sur un enfant ou des enfants du coup plutôt calmes. Moi, c'est un enfant très sage. Alors je vous le dis, moi cet enfant, il me tue. Bref, revenons à l'histoire. Sofia sonne donc à l'adresse indiquée et petit détail important, il y a une lumière automatique qui s'allume lorsque Sofia arrive devant la porte. Je vous dis ça maintenant, vous vous en foutez, je le sais, mais vous allez voir que ça a sa petite importance pour la suite de l'histoire. Ensuite, la porte s'ouvre et les parents sont là. Sofia explique que tout va bien, les parents sont sympas et que l'enfant à garder s'appelle Maxence et qu'en fait il est trop mignon et super cool. Donc tant mieux pour Sofia qui va passer une bonne soirée. Sofia nous décrit rapidement la maison et en fait, il y a un grand salon sur la gauche lorsqu'elle rentre et une cuisine au fond à droite qui est ouverte sur le salon et du coup depuis la cuisine elle peut un peu tout voir et surtout elle dit que c'est une maison qui est très moderne et très spacieuse. Mais donc on va passer sur ce détail, la soirée va se passer normalement. Sofia fait assez vite à manger pour Maxence car il est déjà 19h, ils mangent donc ensemble quand Sofia est alertée par une lumière qui s'allume à l'extérieur de la maison. Cette lumière c'est celle qui est automatique devant la porte d'entrée, ce qui signifie forcément que quelqu'un est là devant la porte d'entrée. Sauf que bizarre, elle n'a entendu personne ni toquer ni sonner. Sofia s'approche donc de la baie vitrée du salon pour avoir un visu sur la porte, mais malheureusement elle voit personne. Elle s'empresse alors sur la porte d'entrée et en l'ouvrant, rien. Donc pour Sofia, probablement un chat qui passait par là et qui a fait déclencher la lumière automatique. Sofia décide donc à ce moment-là, par précaution, de fermer la baie vitrée qui donne sur le jardin et fait le tour de la maison avec Maxence pour s'assurer que tout est bien fermé. Une fois entre guillemets en sécurité, Sofia et Maxence finissent leur repas avant de jouer un petit peu ensemble. Sofia explique que Maxence c'est vraiment un petit garçon adorable et que c'est un plaisir pour elle de le garder. Et la soirée du coup va s'éterniser, mais vient le moment de faire prendre le bain à Maxence pour ensuite le mettre en pyjama et aller au coucher. Sauf qu'au moment de sortir Maxence du bain, elle entend des bruits de pas. Et des bruits de pas assez légers, mais des bruits de pas quand même. Donc Sofia rince Maxence, puis l'aide à mettre son pyjama, puis décide rapidement de faire un tour à l'étage avant de faire sortir Maxence de la salle de bain. On sait jamais, même si souvent dans ces moments-là, on croit entendre des bruits, parfois c'est juste le parquet qui grince ou le bois de la maison qui bouge, tout simplement. Mais bon, Sofia, elle prend son job de babysitter bien à cœur et veut quand même checker tout ça, pour en avoir le cœur net. Faut pas oublier non plus qu'elle a sous sa responsabilité Maxence, donc elle veut être sûre qu'il soit en sécurité. Elle parcourt l'étage et n'entend plus rien, donc c'est plutôt bon signe. Elle ouvre la porte de la chambre des parents, rien.
Sophia explique que la décoration de leur chambre est juste magnifique et c'est tout. Puis elle referme la porte et ouvre la porte de la chambre de Maxence. Elle fait le tour de la chambre, mais rien également non plus. Sauf qu'en retournant vers la porte de la chambre de Maxence, elle va tomber nez à nez avec une statue de magicien. Et ça a le réflexe de la faire sursauter et de pousser un cri par peur. Sauf qu'en fait, c'est juste une statue d'un magicien qui est très bien réalisée. Sophia nous explique que ça lui fait penser aux hommes statues à New York. Je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est ça. Sophia, après avoir compris que c'était juste une statue, pousse un ouf de soulagement et repart en direction de la salle de bain où se trouve Maxence. Elle referme bien la porte de la chambre de Maxence, entre dans la salle de bain et récupère Maxence dans ses bras qui a commencé à pleurer suite aux cris de Sophia. Donc Sophia s'occupe de rassurer Maxence et elle se sent bête. Elle se sent bête d'avoir poussé un cri quand elle est tombée nez à nez avec cette statue de magicien. Et Maxence ayant eu très peur, Sophia décide qu'ils vont aller un peu dans le salon pour jouer à son jeu préféré et qu'ils iront faire dodo dans une dizaine de minutes un peu plus tard. Maxence et Sophia jouent ensemble dans le salon alors que tout d'un coup, son téléphone sonne. Sophia prend donc son téléphone, c'est la mère de Maxence qui appelle en FaceTime pour savoir tout simplement si tout va bien. Elle discute quelques minutes et Sophia lui explique qu'elle a été très surprise et qu'elle a eu peur lorsqu'elle est tombée nez à nez avec la statue du magicien derrière la porte de la chambre de Maxence. Et Sophia, elle a fini sa phrase et pourtant elle n'entend rien, aucune réponse de la mère de Maxence. Elle explique qu'il y a un long silence avant que la mère de Maxence lui dise en panique de reprendre Maxence tout de suite et de partir sonner chez leur voisin. Alors Sophia ne comprend pas trop mais obéit et prend Maxence puis fonce en direction de la porte d'entrée pour sortir de la maison. Et elle va sonner chez le voisin et c'est Albert, un homme de 72 ans qui va lui ouvrir. Et en reconnaissant Maxence, il va tout de suite les laisser rentrer. Au téléphone, la maman de Maxence explique qu'ils n'ont jamais eu de statue de magicien dans la chambre de Maxence et qu'il était indispensable de sortir de la maison tout de suite. Les parents de Maxence partent immédiatement du mariage et foncent en direction de leur maison tout en prévenant la police. Une vingtaine de minutes plus tard, la police est déjà là pendant que les parents de Maxence font leur arrivée. Sophia et les parents de Maxence rentrent dans la maison avec les policiers et l'inspectent de fond en comble. Et devinez quoi, lorsqu'ils vont inspecter la chambre de Maxence, il n'y aura aucune statue de magicien, mais pourtant, ils vont tout de même retrouver par terre un chapeau noir. Un chapeau noir comme si la personne qui était là voulait que la famille de Maxence sache que quelqu'un est venu ici. Sophia, pour terminer son thread d'horreur, explique que bizarrement, elle n'a pas eu trop peur pendant les faits, car pour elle, la statue de magicien était tellement bien faite que c'était pas une personne. Cependant, elle dit que cette histoire l'a tout de même traumatisée bien plus tard, en rentrant chez elle, en s'imaginant tout ce qui aurait pu se passer ce soir-là si elle n'avait pas décroché à l'appel de la maman de Maxence. Bref, une histoire à glacer le sang, savoir qu'une personne attendait dans la chambre de son enfant pendant tout ce temps, et pour faire on ne sait quoi, je pense que tous les papas et mamans du coup vont être en PLS comme je dis tout à l'heure en écoutant cette histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, on va enchaîner du coup maintenant avec la seconde histoire et préparez-vous car elle vaut le détour. Et je pense qu'après ça, plus jamais vous ne roulerez en voiture en pleine nuit. Pour mettre dans le contexte, on va suivre Martin et Dylan, mais surtout Martin. Alors Dylan, c'est quelqu'un qui habite dans un joli petit village qui s'appelle Morsins, près de Bordeaux. Alors désolé pour la prononciation si jamais je dis mal Morsins. Et Martin, lui, il indique qu'il habite à une petite vingtaine de minutes de Morsins, ce qui est très cool pour voir rapidement son cousin Dylan. Et justement, Martin et Dylan sont deux cousins très proches. Ils passent beaucoup de temps ensemble habituellement et même encore plus de temps ensemble depuis que Martin s'est fait quitter par sa petite amie. C'est donc tout naturellement qu'ensemble ils passent leurs vacances d'été à faire des parties de foot avec leurs amis et qui se rejoignent le soir pour jouer à la console et regarder des films d'horreur. Et Dylan n'ayant pas encore son permis, c'est Martin qui se rend chez Dylan pour passer la soirée avec. Et Martin nous explique aussi qu'il a l'habitude de rentrer tard le soir et qu'il n'y a jamais personne sur la route et qu'il n'y a jamais eu d'incident. Sauf qu'on est mercredi soir, on est en plein mois d'août et la soirée que va passer Martin va lui rester à jamais gravée dans la mémoire. Pour démarrer la soirée et mettre dans le contexte, ils font comme à leur habitude. Martin arrive chez Dylan vers 20h30, ils vont chercher un fast-food qu'ils mangent à la maison, puis se mettent à jouer à la console. C'est à la fin de la soirée que tout va basculer. Il est aux alentours d'1h30 du matin quand la fatigue se fait ressentir et que Martin décide donc de rentrer chez lui. Et comme on l'a dit, il y a seulement une vingtaine de minutes en voiture, donc ça va aller très vite. Sauf que cette fois, Dylan va proposer à son cousin Martin de dormir chez lui, car il est vraiment tard et c'est peut-être plus prudent cette fois-ci de faire comme ça. Alors Martin, il hésite, mais il a envie de retrouver son lit plutôt que de dormir dans le clic-clac, donc il décline l'offre et monte dans sa voiture en direction de chez ses parents. Martin sort de Morsins, la ville où habite son cousin Dylan, puis allume les pleins phares pour bien éclairer la route. Et oui,
oui, on est en pleine campagne, il fait très sombre. Cela fait du coup 5 bonnes minutes que Martin a pris la route. La route n'est donc que très peu éclairée, mais Martin peut apercevoir avec ses pleins phares une silhouette qui marche sur le bord de la route un peu plus loin. Et d'apparence, la silhouette ne marche pas si bien que ça. On pourrait penser que c'est une personne qui est ivre sur le bas-côté de la route. Cette personne a l'air très jeune, ça a l'air d'être un garçon qui paraît sensiblement de loin avoir le même âge que Martin. Et Martin, il est jeune. Il voit qu'une personne a l'air de pas être bien sur le côté. Il prend donc la décision sans réfléchir de se mettre à sa hauteur et de baisser légèrement sa vitre pour savoir si tout va bien. Et en s'approchant du jeune homme, il peut voir que celui-ci a le nez qui pisse le sang et qu'en fait, il n'est pas du tout bourré ni quoi que ce soit. En réalité, il paraît choqué et on dirait qu'il a vécu un traumatisme quelques secondes auparavant. Et c'est ce que va lui confirmer le jeune homme en disant qu'il s'est fait agresser sur son scooter par une voiture et qu'il est tombé. Et Martin, il a ce feeling que c'est pas quelqu'un de méchant. Il pourrait se dire que c'est un guet-apens et franchement, à juste titre. Mais non, il croit vraiment ce que ce jeune garçon va lui dire et lui propose de rentrer dans sa voiture pour qu'il le ramène chez lui. Alors je sais ce que vous pensez sur le move de Martin, mais attendez de voir la suite, vous allez être surpris. Le jeune garçon se présente, il s'appelle Louis et il explique donc bien ce qui s'est passé. 3 personnes dans une voiture l'ont renversé volontairement alors qu'il était sur son scooter. Et lorsqu'il est tombé, 2 des 3 hommes sont venus pour le passer à tabac pendant que l'autre prenait son scooter. Et Louis précise que comme il avait son casque, il s'est fait frapper en plein dans le pif. Du coup, ça explique logiquement que son nez soit cassé. Et heureusement, Louis il explique qu'il a pu se faufiler entre ses agresseurs pour partir dans la forêt et s'échapper. Louis explique ensuite à Martin qu'il rentrait chez lui à pied avant de contacter la police pour déclarer son agression. Mais encore une fois, ça paraît bizarre, mais Martin lui fait confiance. Il a vraiment ce feeling qui lui dit de lui faire confiance. Et puis Martin précise, et à juste titre, que si c'était quelqu'un qui lui faisait un guet-apens, comme on disait tout à l'heure, eh bien il n'aurait pas son nez cassé qui pisse le sang par exemple comme ça. Pour lui, c'est un détail qui est vraiment trop gros, trop important, qui donne confiance en Louis. Martin prend donc la direction que lui indique Louis afin de le déposer sain et sauf chez lui. Ils roulent donc ensemble et commencent à discuter. Et bien sûr, Louis le remercie infiniment de son aide car il a peur de recroiser cette voiture avec ces 3 personnes dedans. Martin explique qu'il n'y a pas de souci, qu'il comprend et que dans à peine quelques minutes ils seront chez lui et qu'il sera en sécurité. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, sinon je serais pas là à vous raconter cette histoire. Parce que Martin, il conduit toujours. Il se trouve à quelques minutes de l'adresse de Louis quand il aperçoit en son rétroviseur des phares de voiture se rapprocher très rapidement. Martin pense que ce sera juste un qui va le coller aux fesses, mais non. À peine il a le temps de dire ouf qu'il se fait percuter par derrière. Louis et Martin sont apeurés et surtout surpris de se faire rentrer dedans comme ça en pleine nuit. Et Louis dit à Martin que c'est les mêmes qui les ont agressés et que s'ils s'arrêtent, ils sont clairement morts. Et la voiture de derrière, elle est tellement collée à Martin qu'il arrive à voir dans le rétro une partie des visages des 2 personnes à l'avant. Et il explique que même s'il voit pas grand chose, il comprend dans leur regard qu'ils sont déterminés à leur faire du mal. Et sans plus attendre, Martin appuie sur l'accélérateur et se lance dans une course-poursuite très dangereuse en campagne. Martin explique que c'est très dangereux, qu'il prend tous les risques possibles pour semer la voiture, mais c'est compliqué. Martin indique même qu'il manque de peu de tomber dans le fossé, tellement il prend les virages à une allure trop importante. Et la voiture, elle est toujours là derrière eux. Elle continue à les coller et à leur foncer dedans, ce qui manque plusieurs fois de les faire quitter la route. Et la poursuite va durer plusieurs secondes, voire presque quelques minutes, et Martin il va voir au loin un petit village éclairé qu'il connaît très bien et qui s'apprête à traverser. Et ça lui fait peur, car il sait qu'à cet endroit-là, il y a des stops et des priorités à droite partout. Et donc s'il grille un stop, ça peut être clairement fatal. Sauf qu'heureusement, à l'entrée du village, la voiture derrière va freiner brusquement et rester dans la pénombre pendant que Martin et Louis vont rentrer dans le village. Martin explique qu'il a grillé une priorité à droite avant de ralentir la cadence en voyant que la voiture derrière n'a pas suivi. Par chance, Martin pense que la voiture ne voulait pas rentrer dans un village éclairé comme celui-ci et qu'on puisse voir leur plaque d'immatriculation, le modèle de leur voiture ou bien tout simplement leur visage. Martin gardera tout de même un bon rythme pour éviter de se faire rattraper par les agresseurs et déposera Louis sain et sauf chez lui. Martin expliquera qu'il a préféré ensuite faire un détour beaucoup plus long pour rentrer chez lui afin d'éviter les routes où il fait noir complet. Et c'est ainsi que cette histoire se termine, ou je devrais dire plutôt ce rodéo se termine, sur une route en campagne bordelaise. Martin ajoute une dernière chose dans son thread d'horreur, c'est qu'il a bien fait de suivre son instinct, car on aurait pu croire que Louis, le jeune homme qu'il a retrouvé sur la route, était quelqu'un qui tendait un piège, mais en fait non, c'était une vraie victime. Martin explique aussi qu'il est retourné le lendemain chez Louis pour prendre de ses nouvelles et aller au poste de police ensemble pour expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Et vous ne serez pas surpris de savoir qu'il n'y a plus aucune trace d'une voiture bélier, si on peut appeler ça comme ça, dans la région. Et enfin, Martin explique qu'avec Louis, ils ont sympathisé et ce qu'ils ont vécu ce soir-là les a rapprochés.
et qui sont même devenus amis par la suite. Et maintenant, elle se voit souvent avec Dylan, son cousin, et qu'à chaque fois qu'ils rentrent de soirée de chez Dylan, ils ont toujours une petite appréhension quand une voiture arrive derrière eux, même si l'histoire ne s'est jamais reproduite. Bon, et les amis, je commence à bien vous connaître et je sais que vous aimez toujours avoir une troisième histoire dans mes vidéos. Donc nous voici pour la troisième et dernière histoire. Et dans cette histoire, on va parler d'Ilan, un mec de 19 ans, apprenti jardinier dont les études touchent à sa fin. Et Ilan raconte qu'il aime beaucoup son métier de jardinier et il est d'ailleurs très content de faire ça dans sa vie. Sauf que la société où il travaille est en difficulté, ce qui fait qu'il n'y aura malheureusement pas d'embauche à la fin de son contrat, de son alternance. C'est donc tout naturellement qu'Ilan va alors se mettre à chercher sur le bon coin, Indeed et toute autre plateforme pour trouver une société qui recherche un jardinier. Et après plusieurs semaines à rechercher, il se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de postes à pourvoir autour de chez lui. Et du coup, il déprime un peu. Sauf qu'un dimanche, il a un repas de famille et lorsqu'il discute avec son oncle du fait qu'il recherche un travail, son oncle lui indique tout simplement qu'il connaît éventuellement quelqu'un qui recherche dans son secteur. Ilan est très content car il a vraiment envie de travailler, donc il espère sincèrement que tout ça va se concrétiser. On fait maintenant un bond en avant, on est 5 jours plus tard quand Ilan est chez ses parents avec sa copine Clarisse lorsque son téléphone sonne. Ilan regarde l'écran de son téléphone et il aperçoit un numéro inconnu. Et étant donné qu'il a déposé pas mal de CV un peu partout, il se dit que c'est potentiellement un employeur, donc il décroche. Et surprise, il tombe sur l'ami de son oncle au bout du fil. Alors très vite, la discussion débouche sur un rendez-vous et ça c'est cool, ça veut dire pour Ilan qu'il a de fortes chances de signer pour un travail. Et l'ami de son oncle a l'air super sympa, donc c'est parfait, ils ont rendez-vous dans 2 jours pour un entretien. Le rendez-vous se situe quelques villes plus loin, à seulement 15 minutes de route en voiture, donc c'est parfait. Et petit détail important, le rendez-vous est à 18h. Il va durer environ 30 minutes et ensuite Ilan et Clarisse iront chez les parents de Clarisse pour dîner. Et pour éviter de faire trop d'allers-retours, Clarisse décide de monter en voiture pour accompagner Ilan à son entretien. Et elle dit qu'elle ira faire quelques courses en attendant qu'il passe son entretien. Le lieu du rendez-vous se situe dans un CIT, une zone industrielle, ce qui fait que Clarisse va déposer Ilan à son entretien puis se diriger vers un magasin qu'elle a repéré pour y faire ses courses. Clarisse dépose donc Ilan dans la zone industrielle et laisse Ilan face à plusieurs bâtiments. Et il y a plusieurs bâtiments, donc Ilan glisse la main dans sa poche pour prendre son téléphone, sauf que malheureusement il l'a pas. Et effectivement, Ilan nous indiquera par la suite qu'il est tombé dans la voiture sans qu'il s'en aperçoive. Donc Ilan n'a pas son téléphone pour appeler l'ami de son oncle et décide donc de rentrer dans le bâtiment qui d'apparence a l'air en très mauvais état. Et effectivement, quand il rentre, il voit des bâches partout, ce qui est possible pour des paysagistes, pour des jardiniers, mais il y a aussi des clous et des outils un peu partout. Bon, en soi, un vrai bordel qui indique à Ilan que c'est bizarre. Ilan précise qu'il s'est pas trompé d'adresse, il est au bon endroit, donc il avance dans le bâtiment. Et Ilan précise aussi que l'ami de son oncle lui avait dit qu'à 18h, il y a personne dans les bureaux et qu'il peut monter tout de suite au premier étage si jamais il ne répondait pas à son téléphone. Sauf que plus il avance, plus il remarque que c'est complètement vide. Même pas de bureau à l'entrée, qui fait office de secrétariat, même pas de bureau pour des commerciaux, etc. etc. Et alors qu'il pensait que les bâches étaient du matériel de jardinage, il pense de plus en plus que ce bâtiment est juste un endroit abandonné où il y avait probablement des travaux qui ont été arrêtés en cours de route. Ilan prend l'escalier, arrive au premier étage et là c'est clairement un autre décor. Il voit des graffitis partout, des murs pas finis, le sol c'est encore du béton, il n'y a vraiment rien de fait, c'est vraiment un foutoir. Et là plus aucun doute pour Ilan, c'est clair, il va faire demi-tour car c'est pas là le lieu du rendez-vous qu'il a avec l'ami de son oncle. Mais alors qu'il s'engage dans l'escalier pour descendre, il entend quelqu'un au loin. Et ce quelqu'un au loin lui demande de s'approcher. Ilan se retourne donc, mais n'arrive pas à voir quoi que ce soit au bout de l'étage. C'est comme je l'ai dit, pas fini, donc assez sombre, sans fenêtre. Ilan va se rapprocher en pensant que c'est l'ami de son oncle, quand tout d'un coup, il est surpris d'entendre des pas à l'entrée du bâtiment. Et Ilan se dit que c'est donc bien l'ami de son oncle qui l'appelle, car finalement, il y a du monde qui est en bas au rez-de-chaussée, il y a de la vie dans le bâtiment, contrairement à tout à l'heure. Ilan se rapproche alors de la voix qu'il a entendue de manière plus confiante. Il se dirige donc vers le fond de l'étage, c'est très sombre, lorsque d'un coup, il entend quelqu'un hurler son prénom derrière lui. Ilan sursaute, c'est la voix de sa copine Clarisse, qui se retrouve en haut des escaliers et qui lui dit de revenir tout de suite. Ilan est donc très surpris de voir sa copine en haut des escaliers, mais lui fait confiance et la rejoint immédiatement. Clarisse explique qu'ils doivent sortir à tout prix, ils descendent donc l'escalier et se retrouvent donc en dehors du bâtiment. Et Clarisse explique à Ilan qu'elle a entendu son téléphone sonner dans la voiture et que c'était l'ami de son oncle qui indiquait qu'il s'était trompé d'adresse. C'est pourquoi Clarisse a fait demi-tour pour prévenir Ilan. Mais vous vous demandez, mes petits coquins, pourquoi Clarisse a hurlé dans le bâtiment lorsqu'elle a aperçu Ilan. En fait, Ilan, vous le savez, a entendu une voix qui pensait être celui de l'ami de son oncle. Sauf que pas du tout. Clarisse, lorsqu'elle est montée pour trouver Ilan, a vu au loin Ilan se diriger vers le fond du bâtiment. Et lorsqu'elle a
aperçu son copain, elle a aussi vu une personne sur le côté qui se cachait dans l'obscurité, prête à surgir sur Ilan avec une seringue à la main. Et c'est pourquoi Clarisse, en panique, a crié de toutes ses forces pour prévenir Ilan. Heureusement donc pour Ilan que Clarisse soit intervenue à temps, car on ne sait pas ce que la personne aurait pu faire avec sa seringue. Enfin en tout cas, moi j'aurais pas du tout aimé me la prendre cette seringue, je vous le dis. Bref, comme quoi, demandez plusieurs fois l'adresse à votre employeur si vous avez un rendez-vous, car qui sait où est-ce que vous allez vous retrouver. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Ah non, en fait, j'avais oublié de vous dire, même si ça sort du cadre du thread d'horreur, mais Ilan a finalement fait son rendez-vous avec l'ami de son oncle et il a obtenu un job. Et ça, c'est la partie cool du thread d'horreur. Donc du coup, c'est ainsi que se termine cette histoire assez flippante de cette vidéo. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé vous la raconter. Et si vous avez aimé mes threads d'horreur, pensez à vous abonner, c'est gratuit, à mettre un petit like, à commenter, faites ce que vous voulez. En tout cas, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais ça ferait très plaisir, ça supporte la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo, bisous.